Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Roni Broman, ex-présidente de Médecins sans frontières, essayiste. Vous avez notamment publié un ouvrage avec Alain Finkielkraut, La discorde Israël-Palestine, les Juifs, la France. Conversation avec Elisabeth Lévy, c'était aux éditions 1001 nuits. Et justement, lorsqu'on reprend notamment cet ouvrage, lorsqu'on essaye de voir ces 70 ans d'histoire que vous avez observé attentivement, on va essayer de l'évoquer, on va essayer de restituer les différents points de vue sur cette histoire, Roni Broman, mais on a l'impression que cette région, bien loin d'aller vers la paix, s'enfonce vers la guerre. Qu'en pensez-vous ? J'ai une impression que malheureusement, en effet, je partage. Israël a d'emblée été décrit comme un facteur potentiel de guerre. Il me semble que le cours qu'a pris l'histoire d'Israël aurait pu être différent, que ce qui se passe aujourd'hui n'était pas nécessairement ce qui devait se passer. En tout cas, il semble donner raison à cette prophétie de malheur, à savoir que l'implantation d'une population étrangère, l'implantation par la force d'une population étrangère, les vagues de réfugiés qui étaient semées, qui étaient provoquées. Pas complètement par la force, puisque une partie d'Israël, ce que l'on appelle le Yishuv, autrement dit, avant 1948, ce sont des gens qui, pour une part, ont acheté des terres. Oui, en effet, pour une part, on achetait des terres, mais enfin, acheter des terres et constituer un État, ça n'est pas exactement la même chose. L'État a bien été constitué à partir d'une milice, à partir d'un mouvement violent, d'attentats, de la construction d'une autorité politique clandestine avant de devenir un État. Donc il y avait vraiment un dessein. Je rappelle que, évidemment, les Juifs sur ce territoire de Palestine ont une très longue histoire. C'est même à l'origine. Cette histoire est à l'origine, en effet, mais que les Juifs de Palestine n'étaient pas sionistes. Les sionistes, c'était des Européens qui entendaient donc libérer une terre sur laquelle ils ne vivaient pas et qui ne leur appartenait pas. C'est l'un des paradoxes de la création d'Israël. Est-ce à dire, Roni Broman, que c'est le projet d'un État juif que vous considérez comme étant vicié dans l'œuf ? Disons que je pense, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction si j'avais été adulte à la fin de la guerre, mais enfin avec le recul. Il faut rappeler que vous avez été jeune en Israël. J'ai été enfant en Israël. C'est mon pays natal. J'y suis né parce que mon père est parti en 48 en Israël. Mon père était un sioniste militant, combattant, et donc je suis issu de cette souche. Donc j'ai été élevé en suçant la mamelle du sionisme, si j'ose dire. Cela étant, j'en suis en effet sorti avec l'intifada, avec la chute du mur. Bref, les choses. Alors l'histoire m'a fait changer. La première intifada, c'est 1987. C'est ça. Et donc, on voit qu'entre 48 et 87, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Est-ce que c'est le projet même de l'État israélien qui vous paraît être un projet impossible ? Oui, en effet, avec le recul, disons qu'il est marqué par deux paradoxes structurants qui me semblent importants de dénoncer. L'un, c'est que, et ça c'est un cas absolument unique, le sionisme est tout à la fois un mouvement de libération nationale et un mouvement colonial. On a l'habitude de voir l'un ou l'autre, soit un mouvement colonial, soit un mouvement de libération nationale. Le sionisme réussit l'exploit, pour les raisons que j'ai dites avant, réussit l'exploit d'être à la fois les deux, si bien que les colons, disons, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés de l'extérieur pour mettre en valeur et vivre sur cette terre, les colons se considèrent comme les véritables indigènes, et voit les autochtones, c'est-à-dire les Palestiniens de toujours, voire même peut-être un certain nombre de Juifs qui vivent depuis toujours là-bas, comme des squatters. Et c'est ce premier paradoxe qui est quand même annonciateur de troubles ultérieurs. Le deuxième paradoxe que je tiens à mettre en évidence, c'est celui du rapport à la religion. Israël, ce n'est un secret pour personne, a été créé par des laïcs, était rejeté massivement par les religieux jusqu'en 67, mais des laïcs, voire même des athées. Ben Gurion ne brillait pas par son amour de la synagogue, ni par sa fréquentation des textes religieux. En revanche, il invoquait la Bible, comme d'ailleurs Sharon l'a fait dans son célèbre discours à l'ONU en 2005,
comme le titre de propriété de la terre de Palestine, la promesse que Dieu a faite au peuple juif. Ça, quand un athée parle de la promesse de Dieu, on est quand même un peu décontenancé. Eh bien, c'est ce double paradoxe qui voit d'ailleurs aujourd'hui la religion revenir en force sur ce territoire, et donc donner à ce conflit quelque chose, une dimension effrayante, transcendante, impossible à surmonter. Vous considérez qu'il y a quelque chose de vicié dans le projet israélien parce que c'est un projet colonisateur, dites-vous. Mais alors, si on prend l'exemple de la bande de Gaza, puisque aujourd'hui c'est la bande de Gaza qui est dans l'actualité, la bande de Gaza était égyptienne, colonisée par l'Égypte jusqu'en 1967, et ceci n'a pas suscité ni émotion ni critique de la part de la communauté internationale, jusqu'à ce que Lévi Eshkol, le Premier ministre d'alors, qui était donc au lendemain de la guerre des 6 jours, décide d'annexer la bande de Gaza. Pourquoi s'émouvoir depuis de cette colonisation, Ronnie Broman? On s'émeut, si j'ose dire, enfin disons, le mot émotion n'est pas très bien choisi, on peut être révolté ou indigné ou choqué par la situation, le verbe. mais c'est, disons, à l'unisson de la population concernée. Il n'y a pas lieu d'être plus nationaliste que des gens qui ne le sont pas, en l'occurrence. Mais je rappelle que jusque dans les années 70, c'est Israël dans son ensemble qui bénéficiait d'une image, voire d'une aura tout à fait exceptionnelle. Si l'on compare, disons, la cote de popularité, pour le dire dans les termes des sondages, d'Israël dans les années 60-70 et celle dont elle bénéficie ou dont elle est créditée aujourd'hui, le contraste est absolument saisissant. Dans ces années-là, Israël était le pays des rescapés, des survivants, celui qui avait construit un pays en défrichant le désert, avec des kibbutz. C'était aussi le pays d'un peuple sûr de lui et dominateur, pour utiliser les mots du général de Gaulle. C'était pas, même s'il s'agissait de votre peuple, puisque vous êtes né en Israël, Ronnie Broman, c'était pas un compliment. Ah si, c'était un compliment. Peuple sûr de lui et dominateur. Oui, pour Raymond Aron, qui a considéré que le général de Gaulle avait fait preuve d'anti-judaïsme ou d'un stéréotype anti-juif. Pas pour Raymond Aron, en effet, mais en dépit de toute mon admiration pour Raymond Aron, dont je suis un lecteur attentif... Vous pouvez critiquer Aron oui, non, mais je suis en désaccord sur un certain nombre de choses. On se commémore le 50e anniversaire de 68. Aron n'a rien compris à 68, et de même qu'il n'a pas compris, je pense, de Gaulle, avec lequel il entretenait une relation extrêmement tendue, admirative, mais hostile. Et donc, non, de la même manière d'ailleurs que quand Aron affirme être plus proche d'un bourgeois antisémite français que d'un juif des plateaux marocains, je ne le suis pas non plus. J'ai pas envie de me sentir proche d'un antisémite, fût-il un bourgeois français. Donc, on peut avoir des différences avec Aron, sans pour autant rejeter l'ensemble de la chose. Alors, justement, puisque vous parlez d'antisémitisme, Mahmoud Abbas est le Premier ministre de l'autorité palestinienne, donc qui est aujourd'hui à la tête de la Cisjordanie, c'est-à-dire la partie qui est colonisée par Israël, a fait une déclaration sur la Shoah. C'était le 30 avril dernier. Il a regretté ces mots, je le précise, mais ce sont des mots qui ont fait couler beaucoup d'encre en Israël. Depuis le XIe siècle et jusqu'à la Shoah, les Juifs n'ont pas été persécutés en raison de leur religion ou de leur origine, mais du fait de leur attitude dans la société et notamment leur pratique de l'usure, de prêt, de la banque. L'Holocauste n'est pas le résultat de l'antisémitisme, mais plutôt du comportement social, de l'imposition d'intérêts et d'affaires financières. La voix de Mahmoud Abbas, et c'est une déclaration terrible parce que il est fort probable que Mahmoud Abbas ne soit absolument pas antisémite, qu'il ait fait ça par pur calcul politique, mais on se dit, 70 ans après, on en est là, Ronnie Broman. Ben oui, en effet, on en est là. Enfin, Mahmoud Abbas avait fait une thèse marquée par un certain négationnisme, même un négationnisme tout à fait certain, donc il ne nous surprend pas entièrement. Cela étant, Mahmoud Abbas a été l'artisan du dialogue avec les Israéliens depuis très longtemps. Il a condamné l'intifada militaire dans des termes absolument clairs. Donc ce genre de dérapage parfaitement odieux fait la joie des commentateurs israéliens, notamment de droite. Mais enfin, ne nous dit rien, ne nous renseigne en rien sur la réalité la des joie rapports des uns et israéliens. la tristesse des autres, parce que bon, c'est quand même terrible d'entendre cela, et de la part peut-être de l'un des seuls hommes prêts à envisager la paix dans la région.
Mais oui, sans doute que ça peine des gens en Israël, mais enfin, Mahmoud Abbas est depuis des années le paillasson des gouvernements israéliens. Donc finalement, ces déclarations sont absolument sans importance. En plus, c'est un homme de 82 ans qui vient de se faire réélire. C'est d'une certaine manière sa présence même à quelque chose de l'ordre d'un scandale politique. Enfin, qu'il se cramponne au pouvoir à ce point-là, c'est tout à fait choquant. Qu'est-ce que l'Occident, qu'est-ce que l'Europe peut faire dans ce contexte-là, Ronnie Broman ? Bien, cesser de récompenser Israël. Moi, je ne suis pas un punitif dans l'ensemble. Je ne crois pas que quiconque puisse s'ériger en maître à penser de la communauté internationale, en shérif, bref, puisse être mandaté pour faire régner l'ordre dans le monde, pas plus dans le conflit israélo-palestinien que dans d'autres situations. En revanche, ce que je constate, c'est que l'Europe ne cesse de récompenser Israël, que ce soit symboliquement, par exemple, quand François Hollande, je cite cet exemple-là parce que je l'ai encore en travers de la gorge, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait mal quand je l'ai vu, quand François Hollande, avec sa femme, sa compagne de l'époque, et avec Netanyahou et la femme de Netanyahou, dans une soirée très très conviviale, chante La vie en rose, sous l'œil des caméras, voulant se faire filmer. On a là ce que j'appellerais une récompense symbolique, c'est-à-dire la manifestation publique d'une sorte d'amitié profonde. Comment est-ce qu'un leader socialiste, il a été un moment quand même un leader socialiste, peut accepter de chanter La vie en rose avec quelqu'un dont la tentation fascisante ne cesse de s'affirmer jour après jour, qui dirige un gouvernement d'extrême droite, dont certains membres ont appelé à bombarder avec des instruments nucléaires les Palestiniens, dont d'autres les traitent d'animaux, bref, tiennent des propos racistes, et il ne semble pas gêné par ce genre de choses.